Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Ilm wa Hadara, Science et Civilisation. Nous allons explorer ensemble, grâce à notre invitée, Madame Raja Cherkaoui, bonjour, le domaine de la physique nucléaire, qui est précisément le vôtre. Alors, avant peut-être d'en donner quelques indications, on peut revenir sur votre parcours, votre formation. Vous êtes marocaine, c'est bien cela? Oui. Précision. Uniquement marocaine. Marocaine, voilà. Et vous avez fait vos premières classes dans quelle ville? Alors, d'abord, merci pour l'invitation. Merci pour l'intérêt porté à la physique. Pour moi, ça me touche. C'est important que les gens savent ce qu'il y a dans ce domaine. Alors, moi, je suis de Salé. Je suis une vraie Slaoui de papa, de maman. Donc, j'ai fait mon école primaire, la mission, seulement parce que c'est à côté de la maison. Hein. Chaque fois qu'on est 6 enfants, chacun a eu une éducation différente en fonction du logement et de l'école qui est à côté. Donc, j'étais à la mission française qui était totalement gratuite. Les maîtresses habitaient à côté. Donc, j'ai eu quand même une école déjà d'excellent niveau. Après, je suis passée au lycée Laïcha. J'avais le choix entre lycée Laïcha et lycée Descartes. Vous savez, les familles slaouis, il fallait pas passer là où il y avait garçons et filles. Donc, je suis passée au lycée Laïcha. Alors, en fait, j'ai toujours été bonne en maths. Hein, et donc, l'idée, c'était faire des mathématiques. La recherche même en mathématiques. J'ai jamais pensé à la physique. Et la motivation est venue comme ça, par l'exercice, la pratique des mathématiques en classe. Vous avez dit, c'est mon univers. C'est les profs. Les professeurs, c'est les rencontres. C'est les profs qui peuvent changer vraiment l'avenir d'un jeune. Je suis d'accord. Donc, en seconde, j'ai eu, alors, au lycée Laïcha, ils arrêtaient la mission. Et donc, c'était très difficile de passer en maths. Prenez que quelques-unes, hein, c'était très difficile. Vous avez changé de... Non, c'est-à-dire il y avait des options. On était troisième, après on passait en économie, aux sciences ex ou sciences maths. C'est cela. À ce moment-là. Donc sciences maths, on était très peu. C'est cela. Alors il y avait on était avec sciences ex et maths physique, on n'était que 4 en première, 4 par classe, maths et physique. Donc vous voyez un peu la chance que j'ai eue, c'est une chance. Oui. Et par la suite, en terminale, ils ne pouvaient pas garder une classe pour 4, donc on est passé à Descartes. Ah, je comprends. Alors, cette première a joué un rôle extraordinaire, puisque c'est comme des cours privés. Mais oui. 4 Marocaines, on était 2 musulmanes, 2 juifs. Et on est resté en contact jusqu'à maintenant. Hein. Super. C'est une liaison. Et par la suite, j'ai voulu partir à l'étranger. Vous savez, les familles conservatrices, c'est pas évident. Donc, il a fallu que toute la famille de maman, c'est Sbehé, c'est Hidji, c'est les poètes, les écrivains, les journalistes. Donc, une certaine ouverture sur le monde. Voilà, qui ont voyagé. Donc, tout le monde était derrière mon père. Ou Madame Fatima Hassar, qui était mariée au cousin de maman, elle y a été pour beaucoup. Parce qu'elle est plus partie voir mon père. Elle lui a dit, je ne bouge pas si tu me donnes pas le passeport de Raja. Bien sûr, il est connu à Salé, passeport en 1 heure, j'étais. Alors, quand je suis partie en France, Vous avez été, je crois, à Grenoble. Alors, à Grenoble. Pourquoi Grenoble? Seulement parce que tous les Marocains allaient à Grenoble. Je pense qu'à ce moment-là, j'ai même pas regardé où se trouvait Grenoble. Vous voyez un peu. Il y avait, voilà, quelques facilités en raison des gens qui avaient déjà été dans cette ville-là. Exactement, il y avait beaucoup de Slaouis qui étaient dans cette ville. Voilà. Et donc c'est pour ça que je suis partie à Grenoble. Et en fait, c'est la ville de la physique. Oui, je ne pouvais pas le savoir. Mais alors, mes 2 premières années de fac, c'était maths physique. Donc, et là, ils m'ont dit, mais pourquoi tu n'as pas fait les classes préparatoires? Les classes préparatoires. Les garçons étaient les aînés, les filles, bon, elles allaient à l'école. Personne, on faisait même pas attention à tous ces détails. Comme maintenant, tout est... L'information circule beaucoup plus. Circule plus et les jeunes programment. Nous, c'était vraiment... moi, au gré des choses. Des choses, c'est des accidents heureux.
Exact. C'est un peu ça. Je peux dire que c'est un De peu belles ça. coïncidences, de belles... Exactement. Et donc, j'ai fait maths physique. J'ai réussi les 2 années grâce aux maths. J'avais des notes. Je voyais même pas la difficulté. Je voyais des gens ne pas comprendre. Ça, pour c'est moi, superbe. Voilà. Vous avez un accès facile à l'abstraction. Voilà. Il est vrai que quand les mathématiques, parfois, en raison de leur enseignement, qui n'est peut-être pas toujours dans la compréhension du public, qui peut avoir telle ou telle résistance. Vous savez, il y a cette phrase de Gaston Bachelard, les professeurs de mathématiques ne comprennent pas qu'on comprenne pas. Donc, en disant toujours c'est trivial, c'est évident, les élèves, par moment, ils ont besoin d'une pédagogie pour que l'on revienne sur tel ou tel problème. Et parfois, comme vous l'avez si bien dit, il y a des professeurs qui font le pas de l'accessibilité à leur discipline et d'autres pas. Et donc, vous avez eu de très bons professeurs très tôt, et après, le déclic était complètement là. Exactement, exactement. Et je m'en suis rendu compte quand j'ai eu mes enfants. Quand ils comprenaient pas quelque chose, moi, mes enfants étaient totalement libres. Hein. J'étais pas derrière ni rien. Tu viens me voir quand tu comprends pas, sinon. Donc, quand ils venaient, que je leur expliquais, ils me disaient non, non, c'est pas ça ce que tu expliques, c'est très facile, et nous, on a l'autre, ça, c'est autre chose. Vous voyez un peu, tout dépend de... Oui. Alors, et là, j'ai eu un professeur, j'ai pas oublié son nom, ces professeurs, d'autres j'ai oublié les noms. Mais ceux-là, ceux que j'ai eu en seconde, en première année de fac, j'ai pas oublié leur nom, c'était Monsieur Moussa, qui était connu, mais nous, on pouvait pas le savoir, et qui m'a fait aimer la physique. La physique. Et là, vous étiez en train de basculer des mathématiques à la physique. À la physique. Et je me rappelle quand, à partir de la 2e année, on doit choisir maths ou physique. Quand j'ai choisi la physique, les profs n'ont pas compris. Oui. Et en fait, j'étais tellement curieuse, intéressée par ce que ce prof nous présentait, c'est-à-dire chaque formule, il essayait de l'adapter à ce qu'on voit tous les jours, que ma curiosité était aiguisée, je ne pouvais plus m'arrêter. Et c'était plus difficile pour moi que les maths. Mais bien sûr, parce que vous alliez à la découverte, vous avez pris le risque d'aller vers une nouveauté, alors que vous aviez une aisance en mathématiques, vous auriez pu continuer en mathématiques. Exactement. Et à ce moment-là, les gens se rendaient pas compte qu'on avait une aisance. On est comme ça, et c'est comme ça, et puis c'est tout. Beaucoup de choses, quand je regarde actuellement, ont changé. Et donc, j'ai continué là-bas. Physique nucléaire, la même chose. J'ai fait une maîtrise de recherche de physique. Il y a une maîtrise d'enseignement, et donc je fais recherche. Et je suis rentrée au Maroc, j'étais crevée, c'est la maîtrise la plus difficile, je suis rentrée. Et là, les profs m'ont appelé sur le fixe, à la maison. Il n'y avait pas encore de portable. Et maman m'a dit, on t'a appelé de France, on doit te rappeler à telle heure. Et c'est les profs qui m'ont dit, tu t'es pas inscrite ni au DEA, voilà, le DEA, c'était le master. C'est le master 2, le diplôme d'études approfondies. Exactement. Ils m'ont dit, j'ai dit, ah bon, il y avait une suite. Ils m'ont dit, bon, on veut t'inscrire au DEA de physique nucléaire, puisque tu as eu des notes excellente en physique nucléaire. J'ai dit d'accord. C'est extraordinaire. Incroyable. Donc des facilités qu'on n'arrive pas à imaginer aujourd'hui, des facilités administratives, des facilités de rencontre. Vous êtes béni des dieux, c'est magnifique. Et on se rendait pas compte. Et c'est quand on m'a dit, il faut que tu viennes début septembre, alors que les cours commencent vers le 1er octobre. Donc je pars et là je rencontre le responsable du master. Il me dit ben c'est là où j'ai vu la difficulté. C'était pas évident. On était 6, difficile à être pris. Et les chercheurs avec lui lui ont imposé. C'était des profs mais des chercheurs lui ont imposé que je sois là-bas. On est restés amis en fin de compte à la fin. Et j'ai fait ce master ainsi. C'est comme ça que ça s'est passé. Alors là, vous commenciez des spécialisations, puisque là, c'était la physique nucléaire, et vous êtes resté fidèle à cette spécialité. Oui, j'avais le choix, après le master, d'aller à physique du solide et physique nucléaire. Mais bon, la physique nucléaire, j'aimais beaucoup. Alors, à ce moment-là, les laboratoires pour les doctorats nous recevaient et présentaient leur sujet. Chaque laboratoire, quel sujet de thèse, et nous, on faisait le choix. Donc, j'ai choisi... un chercheur, et la même chose, les gens m'ont dit, oh là là, tu as choisi un chercheur qui est toujours dans les vapes, qui vient pas, mon Dieu, tu vois. Et en fait, c'était un innovateur, c'était quelqu'un qui réfléchissait. Qui défiait les dogmes. Exactement, et qui m'a appris comment travailler. Il m'a dit, tu es chercheur maintenant.
Va chercher dans la bibliothèque, réfléchis. Tu me vois une fois par semaine. Je te prends une après-midi entière, mais c'est toi qui fais l'initiative. C'était l'affolement. Ah oui. L'affolement. Oui. Je pourrais pas dormir. Et donc, je passais mes journées entre la bibliothèque. Je questionnais tout le monde, les ingénieurs. Chaque fois que j'avais un problème, une personne le labo était énorme, que je rencontrais dans le couloir, je posais une question. Et c'est comme ça. Et ils ont aussi une habitude qui était extraordinaire. Ils recevaient un invité de tous les pays du monde. Chaque vendredi matin, il y avait un exposé. Et j'assistais à tous les exposés. Et un jour, il y a eu un chercheur de Berkeley qui est venu et qui a fait une présentation. Et j'ai demandé à le voir 1 heure. Là aussi, c'est quelqu'un de connu, mais moi, bon, étudiante. Et je passe avec lui quelques heures. Et j'ai une idée, je commence à faire une idée d'une publication, d'une recherche. Et quand j'ai parlé à mon directeur de thèse, je lui dis voilà, et il m'a dit, bah lundi prochain, lundi matin, on avait 1 heure de réunion, tout le groupe. Il m'a dit tu présentes ça. J'ai dit mon Dieu, et je vais présenter, ils vont dire elle est nulle, qu'est-ce que c'est que ça, vous voyez un peu. Non mais je connais toutes ces angoisses qui sont propres à la recherche. Exactement. Mais qui sont des risques magnifiques. Et donc là, votre doctorat a porté sur quoi exactement en physique nucléaire? À ce moment-là, à Grenoble, ils construisaient un grand accélérateur. Ça s'appelait Sarin. Et accélérateur de particules. De particules. Donc là, je travaille sur une expérience. On envoyait des ions lourds. Qu'est-ce que c'est un ion? C'est un atome à qui on a enlevé des électrons, donc il devient positif. Et un autre, et on les mettait de carbone. On les mettait. Donc je devais concevoir. Lui, il avait l'idée. Le prof avait l'idée. C'était une idée innovatrice. Il m'a dit maintenant, il faut que je choisisse les détecteurs, quel photomultiplicateur, pourquoi. Donc il faut que je fasse des bandes de tests. Il m'a donné quelques ingénieurs techniciens avec moi. Et moi, je faisais mes recherches. Et vous voyez, il y avait par Internet. Je passais des journées dans les couloirs, dans la bibliothèque. Et ces ingénieurs... Internet, bien sûr. Rien. Par la rencontre humaine et par le... Exactement. Voilà. Et les ingénieurs étaient très gentils. Ils m'appelaient tous la petite Marocaine. Et j'ai appris énormément avec eux, énormément. Et alors, chaque fois que je décidais de quel détecteur il fallait, donc on achetait un exemplaire et on faisait des bancs pour prototypage, si on veut dire. Et quand j'ai choisi le détecteur, la base qu'il fallait mettre et tout, il m'a dit, bah, il nous en font 30, tu commandes. Vous voyez un peu le stress. Je me suis dit, j'ai vu la somme. Vous étiez en responsabilité. Voilà. Et il m'a appris à être responsable. 30, et si ça marche pas? Qu'est-ce que je vais faire? C'est la grosse de la recherche. Exactement. Il faut accepter. C'est le risque de la recherche. Et j'oublierai jamais comment il m'a poussé. Et à aucun, en fait, je suis sûre qu'il était un peu anxieux, mais à aucun moment il ne me l'a montré. Vas-y, fais, achète, commande. Confiance, responsabilité et travail, parce que de toute façon, on vous a fait confiance parce qu'ils ont vu aussi vos immenses potentialités et vos compétences. Oui, mais on ne se rendait pas compte. C'est en même temps un peu normal que l'on ne se rende pas compte parce que vous avez vécu les choses au naturel tout le temps et il fallait un petit peu continuer sur cette lancée. On a l'habitude de dire que l'œil ne voit pas qu'il voit. Donc vous voyez sans vous dire est-ce que je suis en train de voir. Exactement. C'est un point important. Donc après, quand on lit précisément vos travaux, on voit que vous êtes intéressé à la physique des hautes énergies, à la physique médicale. Peut-être que et à la physique nucléaire bien sûr. Peut-être un mot sur ces 3 points: physique nucléaire, physique médicale, physique des hautes énergies. Alors physique nucléaire, ça veut dire noyau. Noyau. Donc un atome, il y a un noyau qui contient des protons et des neutrons et des électrons autour. Donc on s'intéresse à ce qui se passe dans le noyau. Donc protons et neutrons. Alors pour rentrer dans le noyau, il faut une énergie particulière pour pouvoir rentrer dans le noyau. Parce qu'il faut toute la barrière qui est avant les électrons pour rentrer. Donc il y a une certaine énergie. Après, on veut rentrer dans le proton. Donc il faut une énergie encore plus grande. Et donc là, je vais voir que le proton est composé de quarks, le neutron aussi. Donc pour rentrer tout ça, il faut des énergies très grandes. Donc on passe des énergies moyennes à des énergies très grandes. Alors d'où les accélérateurs de particules. Exactement.
Donc, plus on va voir ce qu'on cherche, plus on aura des accélérateurs avec des énergies très grandes. Donc, à Grenoble, j'ai travaillé avec un cyclotron. On accélère et on envoie les carbones, ou ce qu'on choisit. On dit on bombarde. On bombarde, face to face, hein. On les bombarde comme ça. Et par la suite, alors la manip qui a été montée à Grenoble, elle a été complètement remise au CERN pour avoir une énergie plus grande. Alors le CERN, il faut le dire, c'est le Centre européen de la recherche nucléaire avec lequel vous avez travaillé, avec lequel vous continuez à travailler. Et donc c'est ce qui a été transposé au centre qui est connu, bien sûr. Donc lors de mon doctorat, j'ai découvert, c'est l'organisation, comme vous l'avez dit, de la recherche. Ils ont gardé nucléaire, mais elle fait de tout, hein. Nucléaire, haute énergie, médicale. Dans ce centre, il y a tout. Maintenant, il y a le quantum computing, dont on parle. L'ordinateur quantique, il y a la recherche là-dessus, il y a tout dans ce sens. C'est un État, presque dans l'État. Il est une partie en Suisse, une partie en France. Donc, jeune, doctorant, je pars. Et là, j'ai l'impression que je vis dans un film de science-fiction. On me regarde dans les caméras pour entrer. Il faut passer des examens de sécurité, de radio. J'étais comme dans un... Je me disais où je suis. Vous voyez un peu? Et je me suis vite rendu Alice compte... au pays des merveilles. Exactement. Et il y avait tous les pays du monde. Tout. Donc, alors les deux langues officielles, c'est français et anglais. Oui. Mais tout le monde parle. Il y a toutes les langues qu'on entend dans les restaurants, plusieurs sons. Et là, vous passez du temps pendant toute la. Oui. Alors cette manip, on l'a faite à une certaine énergie. Il fallait une énergie plus grande. Et on a découvert que, en fait, quand on envoie un ion sur un ion, c'est-à-dire un atome sur un atome, on a l'impression et à certaine énergie, il devient transparent, comme s'il se voyait pas. Tout passe dedans, et donc il fallait sûr qu'à une grande énergie, on a toujours ça. Et donc c'est ce qu'on a découvert. Et puis je suis venue, j'ai eu mon doctorat, je suis rentrée au Maroc, et à l'université Mohammed V. Au départ, je suis rentrée en vacances. D'accord. C'est par pur hasard. Oui. On m'a dit, mais tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait par hasard. Voilà. On me proposait un poste au CNRS en France. C'est ça, c'est la logique de votre formation. Voilà. Donc, le labo avait 2 postes et il a fait déjà son choix. Il a pris 2 personnes et c'était 2 femmes, moi et une autre. Et donc, je devais venir pour ramasser mes affaires et faire un entretien à Paris. Et donc, tout était déjà... Et je rentre et plusieurs personnes m'ont rencontré, dont plupart m'ont dit, mais tu es folle, tu dois aider ton pays, tu dois ramener pour ton pays. C'était vraiment mon père, la même chose. Mais ça va pas. Et mon père était très patriotique, hein. C'est l'istiqlal, donc il faut donner à son pays, et on fait tout pour me trouver un poste. Et j'étais déjà mariée. Mon mari terminait sa thèse en économie. On s'est rencontrés à Grenoble. Vous voyez un peu? Et donc, je suis un peu piégée. Oui. Et je vous assure. Et je commence. Et là, c'est vraiment la physique nucléaire appliquée que je trouve au laboratoire. Donc, il y a un laboratoire. Je commence avec eux. Et là, ici, à l'université Mohammed V. Mohammed V, la faculté des sciences, exactement. C'était un des laboratoires à ce moment-là les plus riches. Parce qu'il était financé par l'Agence de l'énergie atomique et aidé. Il y avait des stages, il y avait beaucoup de choses. Donc, j'ai commencé à lire autre chose et à voir les applications de la physique nucléaire, qui est extraordinaire. Maintenant, au Maroc, tout le monde doit savoir qu'est-ce que c'est un rayonnement, qu'est-ce que c'est l'uranium. Pourquoi? Parce qu'on utilise d'abord en physique médicale, en radiothérapie, voilà, en médecine nucléaire, très important, en radiologie. Voilà. Tout ça est appliqué. Mais les IRM aujourd'hui aussi. Tout ce qui est radiologie. Par résonance magnétique. Exactement. La résonance magnétique suppose tout de suite, effectivement, cet univers physique. Et j'ai commencé à lire tout ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la bibliothécaire à Grenoble m'envoyait par courrier tout ce dont j'avais besoin. Ah, ça c'est magnifique. Vous avez gardé les contacts. Les contacts. Un chercheur sans contact n'est pas un chercheur. Non. Il faut, chaque fois que mes étudiants vont dans un congrès, je leur dis, il y a le congrès, mais il y a le réseautage. Exactement. Si vous n'avez pas un réseau, ça ne sert à rien. Exactement. Parce que la recherche actuellement, ce n'est plus une recherche, on est dans une paillasse tout seul. C'est la collaboration. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été découvertes.
On ne va pas passer du temps sur des choses qui ont été faut aller découvertes. plus vite et bénéficier des recherches des autres. Des autres. Donc il faut une collaboration. Et dans cette collaboration, il y a des échanges, des idées. Et parfois, on a une idée, en discutant, c'est autre chose qui nous apparaît. Tout à fait. Et donc, ça, c'est très important. Donc, j'ai gardé tous mes... Et puis, il y a eu la proposition, on avait des étudiants qui allaient à Grenoble. J'ai fait à ce moment-là, il n'y avait que des actions intégrées avec le CNRST et le CNRS. J'ai commencé par ça, avec mon labo. Et par exemple, quand j'avais 1 mois, mon labo me payait 1 mois. Et donc, je restais 2 mois. J'avais un bébé que j'ai laissé à maman. Vous voyez, c'était tout On bricole une vie. On bricole. Il y a des arrêts, on reprend. Si on aime, on reprend. Hein. Bien sûr. Et là, j'ai commencé en allant dans ces grands centres, à voir qu'est-ce qu'ils font. Et je me rappelle très bien, les gens disaient, les Chinois copient, les Chinois copient. Mais c'est eux qui ont raison. On copie pour savoir qu'est-ce qu'il y a et après j'innove. Je peux améliorer cette chose. Et je me suis dit, tiens, je vais voir qu'est-ce qu'ils font. Et là, quand je vais au CERN, je regarde. Et puis, il y a un chercheur, on était 2 physiciens, un de Casa et moi de Rabat, il nous a dit, mais vos étudiants viennent, vous travaillez avec nous, pourquoi le Maroc ne serait pas officiellement dans une expérience où vous êtes, au CERN? Et cette expérience s'appelle Atlas, c'est un pur hasard, comme nos montagnes. C'est toroïdal liquide argon apparatus. Ça n'a rien à voir avec... On reprend l'acronyme, répète-le. Oui. Toroïdal liquide argon apparatus. Et ça fait Atlas. Atlas, très bien. Ça, incroyable. C'est facile à retenir. Et donc, pour entrer dans une collaboration internationale, il faut que les décideurs, c'est-à-dire le ministre, disent OK. Ils ne travaillent pas avec... collaboration de pays à pays. Voilà, de pays à pays. Et donc là, il y avait une conférence à la fac avec le laboratoire de physique théorique et j'ai invité le porte-parole de l'expérience Atlas. Il est venu et j'ai un rendez-vous avec le ministre. Le ministre était à ce moment-là un mathématicien de la fac qui me connaît, qui sait que je travaille. J'ai toujours tenu, je n'ai jamais, il y a beaucoup malheureusement de collègues qui rentrent et qui font l'enseignement, ils font plus. C'est très difficile de faire la recherche. Très difficile de se maintenir en recherche. Très difficile. Et chaque fois que j'allais lâcher, je me disais, j'ai fait tout ça, pourquoi? Il fallait que je reste. Et là, c'est un mathématicien, professeur Khalil. Qui a été favorable. Non, il a écouté. C'est quelqu'un de professeur Khalil que je rencontre encore, qui est quelqu'un quand même qui réfléchit, très raisonnable. Et il a dit, ce porte-parole, bien sûr, on était présents, on a appelé, il nous a dit, bon, il faut d'abord un réseau marocain. Je ne peux pas faire pour une équipe ou 2. Il faut que ça soit le Maroc dans un réseau marocain. Et s'il y a une découverte, c'est quelque chose d'innovateur, puisque c'est le plus grand accélérateur au monde, la plus grande expérience au monde, c'est plus que 46 mètres sur 25 mètres le détecteur. Que le détecteur. L'accélérateur est de 27 km à 100 mètres sous le sol pour éviter les rayonnements et pour ne pas déranger le paysage. Et il est entre la France et la Suisse. Donc il faut qu'il y ait après des retombées sur le pays. Voilà. Alors il a dit, la première chose qu'il a dit, je pense que c'est une bonne idée. Son entourage n'était pas favorable, mais lui il a dit, je pense que c'est une bonne idée, s'il y a une découverte, on est là-dedans. Et en fin de compte, il y a eu beaucoup d'impact, parce que d'abord, on a commencé à former des étudiants, des doctorants à un niveau international, puisque là-bas, ils ne peuvent pas se permettre d'aller doucement. On travaille jour et nuit. Quand on travaille sur l'accélérateur, c'est 24 heures sur 24. Donc, ils ont appris qu'il n'y a pas de « je vais aller me reposer ». Tu es en shift 8 heures, tu ne dois pas bouger. Un engagement complet. Complet. Donc, je vous donne une phrase en philosophie, avec l'âme tout entière, disait Platon. Avec l'âme tout entière. C'est exactement ça, je vous assure. Ça, c'est la première chose. La deuxième, j'ai remarqué qu'on travaille sur quoi? Des accélérateurs, des détecteurs. Or, qu'est-ce qui est appliqué en industrie et en médecine? C'est ça. C'est ces accélérateurs, c'est de là où c'est venu, de la physique. C'est des applications en cherchant le fondamental. On arrive à créer tout ce qu'on utilise n'existe pas. Donc c'est pour ça que quand on regarde la Suisse, les plus grands brevets sont en Suisse, parce que les industriels sont là. Et le web, Internet, le 3W,
ont été inventés au CERN par des doctorants. Les groupes ont commencé à grandir parce que pour construire des choses comme ça, et ils ont inventé les 3W. Et ils ne l'ont jamais breveté. Ils voulaient que ça soit utilisé. Vous voyez, s'ils l'avaient breveté, ce qu'ils auraient eu. Incroyable. Ah oui. Plus que ce qu'on voit actuellement. Ils l'ont jamais breveté par principe. Pour une connaissance partagée, pour une connaissance gratuite. Exactement. Partagée. Et ça, c'est les principes du CERN. Ah oui, c'est ça. Quand on vient là-bas, je n'ai jamais posé une question où quelqu'un m'a dit je suis pressé. Il est même fier que je lui pose la question. Ça veut dire que je lui fais confiance. Vous voyez, c'est une autre... On arrive presque au terme de l'émission. C'est passionnant de vous écouter. Pour les minutes qui nous restent, Madame Cherkaoui, je voudrais que l'on revienne sur les projets actuels que vous menez. Vous avez un projet sur la Méditerranée. Vous avez eu beaucoup de prix dans le dernier 2023. Peut-être présenter ce dernier prix que vous avez eu. Et puis, vous revenez d'Istanbul. Vous êtes un jour avec le Kenya, je sais que vous voyagez demain. Nous vous saisissons juste à un moment entre deux quelques-unes de vos rencontres de recherche internationale. Alors, c'est quoi ce qui se passe là sur les physiciens de la Méditerranée? Alors, il y a plusieurs projets. Alors, on a commencé par le projet Atlas. Donc, il y a une équipe nationale, pas seulement un réseau national. Actuellement, ceci a montré la confiance que les décideurs mettent en nous. Parce que maintenant, on a une collaboration, KM3Net, c'est un détecteur qui est dans la Méditerranée, qui est international aussi, dans la Méditerranée, et qui va capter les neutrinos qui viennent de l'espace. Et ça va nous donner beaucoup de réponses on a beaucoup de réponses qu'on connaît pas. Si vous regardez d'abord maintenant l'univers, ce qu'on voit autour de nous, tout ce qu'on voit, c'est 5%. Tout le reste, on ne sait pas. 25% à peu près, c'est de la matière noire. Elle existe. Pourquoi? Parce qu'on voit la gravitation dans l'espace. Les télescopes regardent cette gravitation, elle est calculée. Et on sait que cette matière est noire. Noire parce qu'on ne la voit pas. Elle est invisible pour nous, tout simplement. Et on ne sait pas ce que c'est. Et il y a l'énergie sombre, la même chose. On sent, on mesure, et elle est là. Qu'est-ce que c'est? Vous voyez combien de questions encore qu'on se pose. Alors ces neutrinos, ils viennent de très loin, donc on peut remonter à l'histoire de l'univers. Alors là, on a une équipe, et le coordonnateur qui est plus jeune que moi, qui est de mon équipe, c'est lui le coordonnateur national. Et on a une partie du détecteur qui est fabriquée à la fac de sciences. Et c'est extraordinaire. On a eu un congrès dernièrement, international, et tous les pays qui sont venus d'Europe, des États-Unis, du Canada, étaient ébahis de voir qu'un jeune peut fabriquer un truc de pointe. Ils sont formés, bien sûr, on les envoie. Donc il y a une confiance totale, que ça soit par nos décideurs, que ça soit par les organismes internationaux. Ça, c'est époustouflant. Je vous remercie vraiment de partager avec nous toute cette connaissance des compétences marocaines qui travaillent dans l'université marocaine Mohamed V. Exactement. Et ça m'a permis, grâce à ça, à toutes ces recherches, j'ai été nommée membre résidente de l'Académie Hassan II des sciences et techniques au Maroc. Et j'en suis très fière. Et aussi membre de l'Académie africaine des sciences. Actuellement, je suis vice-présidente pour l'Afrique du Nord. Je représente l'Afrique du Nord dans l'Académie des sciences africaines. Et je suis aussi un réseau des académies des sciences africaines. Et je suis vice-présidente pour tout ce qui est vice-présidente de ce réseau, dans le bureau. Et grâce à ça, j'ai découvert l'Afrique. Maintenant, je travaille. Et là, je viens d'arriver d'Aswan. C'était quoi? C'était l'Organisation internationale de la femme au nucléaire. WIN, Women in Nuclear. Women in Nuclear. C'est là où vous avez votre prix. Voilà. Et donc là, ils m'ont primé. Il y a un prix d'excellence. Et c'est la première fois qu'une femme arabe l'a. Et la deuxième fois qu'une africaine. Il y avait l'Afrique du Sud avant. Et j'ai été très touchée quand j'ai eu mon prix. On a entendu des you-you. En fait, c'était tous les Africains qui faisaient les you comme nous. Et les gens m'ont dit, il y a des Marocains. J'ai dit, non, on n'était que des Marocains. Qui étaient fiers d'avoir une... Et ça me donne un rôle. Je n'ai plus le choix. Je suis rôle modèle
Je suis mentor de plusieurs jeunes femmes. Il y a des femmes qui m'écrivent d'un peu partout. Vous êtes dans la transmission maintenant et vous avez le rôle de responsabilité de la transmission. Nous sommes obligés d'arrêter là. C'était passionnant de vous écouter, Madame Raja Cherkaoui, grande physicienne, grande spécialiste de la physique nucléaire, grande chercheure internationale. Merci beaucoup. Merci, chères téléspectatrices. Merci, chers téléspectateurs. C'était véritablement un grand plaisir. Merci de ce partage. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. Je vous dis à une prochaine fois. À bientôt.